Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Elanziz Amidou, secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Le conflit à la Semako se tend au fil des jours. Après une semaine, le dialogue social semble pour le moment impossible et loin d'être à l'ordre du jour. Nous y reviendrons ensemble au cours de ce journal. Mais avant cela, voici les titres de ce lundi 20 juillet. La loi de modernisation du droit des Outre-mer a été adoptée à l'unanimité vendredi à l'Assemblée nationale. Les avancées sont considérables, voire historiques pour le 101e département. Les explications dans votre journal. Depuis ce jour, les jeunes de la commune de Tsingoni peuvent participer aux activités Action Jeunesse Sport Vacances. Pendant 3 semaines, près de 900 enfants de 6 à 16 ans vont ainsi être pris en charge par des animateurs. Une jolie façon d'occuper la jeunesse en cette période estivale. La fête de l'Aïd a une nouvelle fois réuni les habitants de l'île aux Lagons. À cette occasion, nous sommes partis dans le nord de l'île afin d'être au cœur de l'événement. Reportage à la fin de cette édition. Une page d'histoire s'est écrite vendredi pour le 101e département. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi de modernisation du droit des Outre-mer. Le texte actualise le cadre juridique des territoires ultramarins et comporte des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des populations. Des dispositions ont été actées et de réelles avancées sont à noter. De la lutte contre la vie chère à la maîtrise foncière et à l'aménagement du territoire, le débat a laissé une large part à l'initiative parlementaire. Ce matin, le député Ibrahim Aboubakar a tenu une conférence pour nous en dire plus sur cette loi historique. Les explications signées Leslie Vimenet et Abbas Alidi. Article 4 ter. Monsieur Aboubakar, vous êtes inscrit sur l'article. La départementalisation est progressive et adaptée. De quoi s'agissait-il? Tickets restaurants, travail intérimaire, établissements publics fonciers et bien d'autres avancées ont été brillamment défendues par les parlementaires mahorais ces dernières semaines, avec en premier lieu Ibrahim Aboubakar qui se félicite de cette avancée historique pour le département. C'est une loi qui marque des avancées considérables pour Mayotte et surtout qui change dans de nombreux points l'état d'esprit d'aborder la loi. Donc oui, vu sous cet angle-là, elle est historique. Et elle contient, pas seulement pour Mayotte, des dispositions qui, pour les Outre-mer, oui, sont historiques. Les dispositions qui ont consisté, alors ça ne concerne pas directement Mayotte cette fois-ci, mais le transfert de la zone des 50 pas géométriques habités en Guadeloupe et en Martinique de l'État vers la région. C'est une décision qui fera date parce qu'elle nous permet pour Mayotte, la Guyane et Saint-Martin dans le futur d'aborder la problématique des 50 pas géométriques dans un autre contexte, dans un autre cadre juridique avec de nouvelles références juridiques. Parmi les grandes avancées, l'extension du Code du travail d'ici 2018 promis par le document Mayotte 2025, mais aussi le service à la personne qui restait inapplicable à Mayotte. Il y avait des urgences à traiter. Comme lesquelles? Et c'est pourquoi j'ai tenu absolument, je m'en étais fait l'écho ici à plusieurs reprises, que les services à la personne soient étendus immédiatement. C'est un champ extrêmement vaste. Ça va de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, de la garde des enfants et de l'accompagnement des élèves en difficulté. Le champ des services à la personne est énorme parce que nous avions un problème spécifique sur la loi sur l'économie sociale et solidaire et une polémique sur son application à Mayotte. En fait, qu'est-ce qu'elle contient cette loi? Cette loi sur l'économie sociale et solidaire, elle est en principe applicable à Mayotte. Mais quand vous voulez l'appliquer, elle se heurte à toute cette série de choses qui, elles, ne sont pas applicables et qui sont contenues dans le Code du travail, dans le Code de ceci, dans le Code de cela. Donc il y a toujours une raison pour ne pas appliquer ce qui devait être appliqué. Exactement. Et donc là, moi, j'avais été alerté depuis les ateliers de mai 2025 de la non-applicabilité des services à la personne. Et donc, c'était un engagement que j'avais pris. Et donc, nous avons étendu dans l'immédiat cela. Mise en place d'études statistiques pour les territoires d'outre-mer, délais réglementés pour les paiements des collectivités locales aux entreprises, lutte contre la vie chère et contre l'habitat indigne, ces ajustements tant attendus devraient voir le jour prochainement, tout comme l'extension du code de la voirie routière qui posait encore et toujours problème à Mayotte. Nous avons étendu donc à l'Assemblée nationale, par une habilitation, on a demandé au gouvernement d'étendre le code de la voirie routière à Mayotte. Ah, pourquoi ? Ça semble bizarre, mais le code de la voirie routière n'est pas applicable à Mayotte.
Et donc si aujourd'hui en réalité un maire ou même le département veut gérer sa voirie routière comme ça se fait en métropole, avec une volonté, des mesures de police, comme ça se fait ailleurs, modernes, eh bien, j'ai découvert que, par exemple, qu'on appliquait des textes de Madagascar, de 1928-1930. Oh, incroyable. Voilà, encore. Et Actuelle. il m'avait été aussi signalé, hallucinant. quand j'animais Mayotte 2025, que les collectivités locales ne prenaient pas en compte, dans leur totalité, la longueur des voiries pour le calcul de leur dotation. Voilà. Et donc tout cela va permettre à ces collectivités locales d'avoir des bases locales pour gérer cela dans la rigueur. Seul ombre au tableau, le rôle des caddies n'a pas été inscrit à l'ordre du jour, le cheminement administratif de la délibération du 2 juillet du conseil départemental n'étant pas terminé. Quoi qu'il en soit, les avancées sont bel et bien là. La loi doit maintenant être discutée en septembre au Sénat dans le cadre de la navette parlementaire afin que Mayotte avance véritablement vers le droit commun. Et à noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Deuxième semaine de grève à la Somaco et la tension semble à son comble au sein de la société. Vendredi, la police est intervenue pour calmer tout le monde alors qu'une bagarre a failli éclater. Ce matin, les salariés grévistes ont érigé une petite barricade en signe de protestation contre leur direction. La situation ne semble faire que s'aggraver tandis qu'aucune négociation n'est pour l'heure prévue. Un sujet signé Fred Souleymana et Abbas Alidi. Mais quand j'enlève leur barrage, regardez, filmez là. Voilà leurs armes, des produits urticantes là. Mais comme moi je suis immunisé, donc il n'y a aucun problème. L'ambiance était encore une fois très tendue ce matin aux abords du siège de la société Somaco. Les salariés souhaitent agir et ont décidé de monter un barrage en signe de leur humeur du jour. Et cette fois, le ton est monté avec un usager souhaitant avoir accès à ses locaux. Et là, vous allez jouer, on va jouer le cache-cache, toi et moi. Ben, le monsieur tout à l'heure là, il s'était bien garé ici et il prenait ce matériel. Là, je ne sais pas ce qu'on lui a dit là-haut. Après, monsieur se permet d'ouvrir le barrage sans nous demander quoi que ce soit. Ben, alors, on va jouer le cache-cache, toi et moi. Moi, je parle même pas, c'est même pas la peine, vous cherchez les ennuis. Moi, je veux rentrer, je travaille. Je travaille même pas à la Somaco, je suis dans un atelier électrique au fond. J'ai rien à voir avec la Somaco. Les négociations n'ont toujours pas débuté et les rancœurs grandissent de jour en jour. Alors actuellement, on se demande ce qui se passe avec mon patron. Parce que déjà la semaine dernière, on a eu droit à la visite de la police. On se demande pourquoi que la police elle était là. Et pourtant que ça ne regarde pas la police parce que ça c'est une affaire concernant le privé. Parce qu'on sait comment il est ici, mon patron. Il a l'habitude d'acheter les gens. Parce qu'on sait que dès que SFR a fait la grève, il n'y a pas eu la police. SMAE a fait la grève, il n'y a pas eu la police. Colas a fait la grève, ils étaient là mais ils n'ont pas enlevé de la route. Et pourtant ils avaient barré la route nationale. Et aujourd'hui on se demande pourquoi vendredi, on avait droit, nous, à la police. On dirait qu'ils étaient prêts à nous gazer ou à utiliser leur flashball contre nous. La colère du jour est d'autant plus grande que les salariés dénoncent des livraisons qui seraient actuellement effectuées par des anciens salariés de la Somaco. On a fait une préparation dépôt. Ce pas des préparateurs. C'est vrai, on doit faire un dépôt, mais c'est un préparateur. On a des porteurs. Le chauffeur a fait un Somaco. Ça fait Mahamid Sanou. Donc, il y a là au Somaco, il y a ce contrat, les chauffeurs c'est illégal. Les mises en cause sont multiples et les grévistes ont chaque jour qui passe l'impression de ne pas se battre à armes égales. Monsieur Sam, on sait, ils peuvent acheter les gens ici. Ça veut dire s'ils achètent le commandant qu'ils envoient la police ici, ça veut dire Monsieur Sam ici, il est au-dessus de tout. Il peut acheter quoi? Le juge, il peut acheter le préfet, il peut acheter voilà, le procureur, tout quoi en fait. Il n'a pas de limite, Monsieur Sam. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout ici à Mayotte. Il est intouchable, quoi, en fait. Voilà, il n'a pas de limite. Alors aujourd'hui, on se demande, notre mouvement de grève va aller jusqu'à où? Parce qu'apparemment, il ignore les salariés actuellement qui sont en grève. Pour lui, on n'est pas des salariés. Pour lui, on est des animaux. Pour lui, on est des animaux, des voyous. Voilà, quoi. Il s'en fout complètement de nous. Pour nous, on n'est rien du tout.
Voilà, et ils s'en foutent complètement des négociations. Et depuis que notre mouvement a commencé, et aussi on n'a même pas vu un inspecteur de travail venir ici. Dans l'après-midi, un huissier de justice est venu distribuer des convocations en référé devant le tribunal de Mamoudzou à plusieurs salariés grévistes. De quoi mettre encore de l'huile sur le feu dans un conflit qui ne fait que s'envenimer au fil des jours. Elanziz Amidou, je vous sens remonter en regardant ces images. La tension est à son comble actuellement à la Somaco. Pourquoi ? Vous le savez très bien, c'est le même mode opératoire. Hein. C'est que quand on est un grand patron, on appartient au grand patronat, donc on se sent impuni, puis voilà, on fait fi de tout, les demandes de dialogue social et tout ça, on s'en fout. Et voilà, on laisse pourrir la situation et on va se fabriquer des preuves pour rendre illégale la grève, de façon à licencier par la suite les délégués et tout ça. Donc ça, c'est le mode opératoire qui est classique, hein. Donc on a l'habitude de le vivre, mais je le répète et je le répéterai toujours ici, c'est que nous proposons le dialogue social. Hein, et que ce dialogue social-là n'est pas l'apanage que des petites entreprises, c'est aussi l'apanage des grandes entreprises, du grand patronat. Donc il faut qu'on arrête de dire que les grèves, tout ça c'est pour les petits, c'est aussi pour les grands. Donc quand il y a un conflit dans une entreprise, il faut savoir quand on est responsable, appeler les organisateurs, ceux qui sont à la tête du mouvement syndical, et essayer d'amorcer quand même un dialogue social, chose qui n'est pas le cas avec la Somaco, et ça n'a jamais été le cas avec les autres aussi. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous continuons à œuvrer vers le dialogue social, et en l'occurrence aujourd'hui, on a un blocage. Ce blocage-là n'est pas de notre faute, c'est la faute à l'absence de dialogue social. Donc aujourd'hui, dire que ça se dégrade de jour en jour, certainement ça va se dégrader de jour en jour. Oui, ça va se dégrader. Mais est-ce que nous, les partenaires que nous sommes, l'organisation syndicale EFO et l'employeur Somaco, est-ce qu'on n'a pas, nous, en tant que partenaires, une responsabilité sociale à prendre en compte? Moi, je dis oui. On a un devoir de responsabilité sociale. On doit pouvoir arrêter ce conflit-là, ce n'est pas une fatalité. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des échanges de part et d'autre, chose qui n'est pas le cas. Et moi, j'en appelle tous les jours au bon sens et à la raison. Et je lance un appel au dialogue social et à la paix sociale. Et je ne suis pas entendu. Et naturellement, les débordements et tout ce qui va se passer, ce n'est pas uniquement du ressort de l'organisation syndicale des salariés. C'est aussi côté patronat. Parce que c'est trop facile de laisser pourrir les choses et de dire c'est celui-là le méchant. Non, on est tous méchants parce qu'on n'a pas su éviter ce conflit-là. Donc il va falloir qu'on mette fin à ce conflit-là par un dialogue social, par des échanges de part et d'autre. On ne veut pas un diktat du patronat. Ce n'est pas au patronat de venir nous dicter, nous, en tant qu'organisation syndicale, les règles de jeu. Les règles de jeu, c'est conventionnel. Il faut qu'on puisse discuter ensemble. Et donc aujourd'hui, je le répète, nous on est un syndicat libre, indépendant, on n'a pas de leçons à recevoir du patronat. Donc aujourd'hui, on a un devoir de responsabilité sociale. On doit s'asseoir autour d'une table pour discuter du dialogue social si le patronat le veut bien. Justement, vous, n'est-ce pas votre rôle finalement d'être médiateur là, dans ce conflit si les salariés n'arrivent pas à discuter? Est-ce que vous avez des contacts avec la direction? Est-ce que voilà, à votre niveau, vous pouvez faire bouger les choses ou vous êtes un peu impuissant et vous aussi, vous êtes à attendre que la direction veuille bien dialoguer avec vous? Non, mais on n'est pas impuissant puisque je vous dis, c'est un rapport de force. Aujourd'hui, au niveau de la Somaco, l'essentiel de la logistique est en grève. Toutes les livreurs, les conducteurs de poids lourds sont en grève. Et je vois mal comment une grande entreprise comme la Somaco peut se passer de la logistique. Donc aujourd'hui, qu'on me dise comment la Somaco va faire. Il va embaucher d'autres chauffeurs pour venir conduire les camions, chose qui est complètement illégale. Et là, on va attaquer parce que le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. On ne doit pas pouvoir le contourner et embaucher par la suite, justement, pour remplacer les conducteurs grévistes. Donc, on veille sur ça. Et si c'est le cas, ça va se passer comme ça, mais ça va être une bataille juridique pas possible. On va s'emmerder.
Et c'est pas ça l'objectif. C'est que aujourd'hui l'objectif c'est la paix sociale. Je le répète tout le temps ici, force ouvrière égale paix sociale. Donc on doit pouvoir discuter. On a un rapport de force aujourd'hui. Hein? Donc Monsieur Samaziz dit peut-être qu'il a tous les salariés, les caissiers, tout ça qui travaillent, mais je veux bien que ces caissiers-là travaillent quand toute la logistique est en grève. Hein? Dans ce cas-là, s'il veut débloquer les choses, comme il le fait, il prend l'encadrement, il conduit des poids lourds et des camions, des petits camions pour aller livrer. Ça, je pense que c'est inacceptable. Hein? Donc, on doit pouvoir discuter parce qu'il y a un rapport de force. Il ne faut pas qu'on néglige, qu'on dise qu'on est les petits et lui, il est le grand. Il y a un rapport de force. On est à force égale. Donc aujourd'hui, si ça continue, il y aura certainement un blocage de ravitaillement et tout ça. S'il veut détourner les choses et tricher et aller à l'encontre du droit de grève, nous, on réagira. Parce que je vous le rappelle, on est un syndicat fédéré et confédéré. Donc, on a nos instances à Paris là-bas. Eux, ils nous soutiennent à 100% et on continuera cette bataille-là si c'est nécessaire de le continuer. Est-ce qu'on ne va pas vers une bataille juridique là actuellement? On l'a vu aujourd'hui, un huissier est venu pour distribuer des convocations demain à 14h au tribunal de Mamoudzou à certains salariés. On va vers une bataille juridique maintenant. C'est le mot d'opératoire classique, je dis, du grand patronat. C'est de détourner le rapport de force sur le terrain et de le ramener à la justice. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va répondre devant la justice parce que nous aussi, on a des avocats, hein, contrairement à ce qui se dit qu'on n'a pas les moyens. Si on a les moyens de nous défendre parce qu'on est un syndicat libre et indépendant, ce n'est pas le patronat qui paye nos avocats, c'est que nous-mêmes, on est capable de payer nos avocats et de défendre nos droits les plus légitimes. Donc aujourd'hui, si on est traduit devant les tribunaux, on se défendra. Et ça n'arrêtera pas le rapport de force sur le terrain. Ça va continuer. Ce n'est pas ça ce qui va nous intimider. Donc aujourd'hui, qu'on ne déplace pas le rapport de force, il est sur le terrain. On doit pouvoir discuter pour arrêter ce conflit. Vous êtes optimiste là? Vous pensez que ça va se débloquer? Il va y avoir une discussion? Mais bien entendu, moi je crois au dialogue social. Hein? Donc quand je fais du syndicalisme, ce n'est pas pour faire la guerre. C'est pour faire la paix sociale, c'est pour pouvoir participer au dialogue social. Donc je ne peux pas avoir des objectifs qui convergent vers le dialogue social et la paix sociale et baisser les bras, ne pas croire en ça. Moi je crois au dialogue social et je crois très sincèrement qu'on pourra parvenir à un accord avec cette entreprise-là, chose qu'on l'a faite avec les autres, il y avait Matisse, il y avait Colas et tout ça, on y est parvenu. Pourquoi pas la Somaco? Est-ce que c'est une exception? Moi, je dis non. On doit pouvoir parvenir à un accord et ramener le dialogue social, ramener de la sérénité dans cette entreprise-là. Qu'est-ce que vous dites là aux salariés grévistes? J'imagine que vous avez des dialogues avec eux, vous discutez. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils sont découragés? Ils sont pas du tout découragés. Ils sont en train de continuer à construire le rapport de force nécessaire pour arriver à un dialogue social. Ça ira jusqu'où, ce rapport de force? Ça ira, là, ça va au tribunal, ça va continuer, c'est pas à moi de le dire. C'est la situation qui va se présenter. Je suis pas là pour faire un scénario, c'est pas un film. C'est quelque chose de très important, c'est un rapport de force, c'est sur le terrain que ça se construit, c'est au fur et à mesure, et on verra ce que l'employeur pourra réagir, parce que nous aussi on réagit. Et donc voilà, c'est comme ça, comment on arrive à imposer un dialogue social quand le dialogue social est impossible. C'est par le rapport de force. Et on va continuer ce rapport de force-là parce que nous, on est un syndicat libre et indépendant et on compte réaffirmer notre indépendance et notre liberté face au patronat. Merci beaucoup, Elandriz Amidou, d'avoir accepté notre invitation. Et on poursuit avec cette autre grève à l'issue favorable cette fois. Il aura fallu 4 rencontres et 7 semaines de grève pour qu'un protocole de fin de conflit soit enfin signé ce matin entre le Conseil départemental de Mayotte et l'organisation syndicale représentant les salariés de l'UTAS. Après plusieurs rectifications des termes du protocole de fin de conflit, la fin de la grève a pu être actée en fin de matinée. Les agents vont donc reprendre le travail en attendant que le nouveau local soit prêt pour les accueillir. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet.
Ici, le choix des mots prend tout son sens. Le protocole de fin de conflit entre les agents de l'UTAS et le conseil départemental a été modifié 3 fois pour que les deux parties actent leur accord pour une signature. Les agents attendent maintenant que les engagements soient tenus. Au bout de 7 semaines, ils disent avoir hâte de reprendre leur travail. Une sortie de grève, oui, puisque après 6 semaines, voire 7 semaines donc de grève, les agents de cette UTAS peuvent aujourd'hui dire ben oui, ils ont été entendus et que une solution a été trouvée, à savoir cette affectation donc de ces agents-là à la PMI donc de Pamandzi. On peut considérer que c'est un combat qui a eu gain de cause à un moment donné. 4 points étaient cités dans ce protocole de fin de conflit. D'abord, la fermeture du service de l'UTAS Petite-Terre, le temps des travaux dans les nouveaux locaux à Pamandzi. Le conseil départemental s'est engagé dans un délai de 3 mois à réaliser les travaux du nouveau local afin de regrouper rapidement l'ensemble du personnel pour mutualiser les moyens. En attendant, le personnel doit être redéployé dans les locaux de l'actuel PMI de Pamandzi pour assurer la continuité du service public. Enfin, les agents ont également obtenu une indemnisation pour les journées non travaillées. Organiser les conditions du déménagement, ça sera le rôle de l'administration et des services. La solution définitive, c'est un centre médico-social que nous voulons faire à l'abattoir. Je veux le dire ce soir pour que les gens sachent bien que la solution définitive, c'est bien celle-là et nous y travaillons. Voilà. La grève est terminée et seul l'avenir nous dira si les agents de l'UTAS vont enfin pouvoir travailler dans de bonnes conditions et surtout répondre aux demandes de nombreuses familles démunies, toujours dans l'attente d'une prise en charge. Et en cette période de vacances scolaires, la nécessité d'occuper la jeunesse est plus forte que jamais. Ainsi, la commune de Tsingoni a décidé d'engager des animateurs qui ont pour vocation d'organiser des activités pour les jeunes. Depuis ce matin et pendant 3 semaines, des centaines d'enfants vont ainsi pouvoir se réunir autour de plusieurs sports. Handball, football, kickboxing ou encore judo, il y en a pour tous les goûts. Une initiative des plus appréciées pour des jeunes de 6 à 16 ans. Reportage signé Fred Souleymana et Jean-Nourdine Abdourahim. Depuis plusieurs semaines, la mairie de Tsingoni prépare de quoi occuper sa jeunesse. La municipalité est d'abord partie à la recherche d'animateurs par le biais de CV et de lettres de motivation. Une fois ces derniers trouvés, les activités ont pu commencer avec près de 60 jeunes des différents villages de la commune. Ça a été un peu difficile, mais on a rapporté beaucoup de jeunes. Il y en a qui viennent et il y en a qui ne sont pas encore inscrits, mais ils vont venir. On a en tout plus de 60. Et là, on attend et on verra. On est en train de les rassembler et pour qu'ils puissent jouer ensemble et partager entre eux et apprendre à jouer au hand. On a choisi, on a discuté ensemble ce matin, puis on a fait 2 groupes. Un groupe est à Combani avec les petits et les autres, on est ici avec les plus grands. Les animateurs ont fait du porte-à-porte dans les différents villages de la commune pour aller chercher les enfants et leur proposer de sortir de leur quotidien. Au programme aujourd'hui, handball, football, mais aussi kickboxing. On vient de commencer aujourd'hui la première journée des activités de loisirs de la MJS. Donc aujourd'hui, on a pu découvrir un petit peu les enfants qu'on doit encadrer. Et en même temps, aussi, ils ont pu nous découvrir en commençant par les 2 activités mises en place ce matin, c'est-à-dire le foot plus le multibox. Mais surtout, nous, au niveau multibox, on a commencé par le Muay Thai, la boxe thaïlandaise. On a une vingtaine de jeunes ici. Puis de l'autre côté, il y a une vingtaine qui sont aussi restés en activité foot au niveau du stade de Combani. Là, ici, on a commencé une approche au niveau du Muay Thai en apprenant les bases parce que le matériel il est en train d'arriver petit à petit. On a commencé par des petites techniques de déplacement, les placements, la garde. Et puis on a fini par des techniques de frappe qui sont les low kicks et puis les front kicks. Et puis donc là, dès qu'on aura les gants, on va commencer à rentrer vraiment dans la proprement dite séance avec les enchaînements poings, pieds. Et puis donc là, ils vont commencer à bien s'amuser. Les animateurs sont pour leur part censés leur apprendre les bases de certains sports, mais aussi et surtout les bases du respect envers leurs prochains. On doit leur apprendre le respect parce qu'il y en a, ils ont la tête dure. Donc on doit faire en sorte qu'ils se respectent entre eux-mêmes
et leur apprendre aussi à jouer le hand ou bien voilà, la matière. Au total, c'est près de 900 jeunes qui vont participer à cette belle initiative communale. De quoi donner des idées à d'autres à l'heure où l'occupation des jeunes mahorais représente un des grands défis du département. Retraite, nouveau CFA ou encore Air Madagascar, c'est également dans l'actualité en bref de ce lundi 20 juillet. Depuis une ordonnance de décembre 2011, le régime obligatoire des retraites complémentaires est possible à Mayotte. Il fonctionne par répartition et le versement des cotisations est assuré par l'employeur. Pourtant, sa mise en place n'est toujours pas effective. Plusieurs organismes comme AG2R La Mondiale, la Caisse réunionnaise complémentaire ou Malkoff Médéric ont été approchés, mais à ce jour, ni le ministère de la Santé, ni la GIRC, ni l'ARCO n'ont donné suite. Salim Naouda, président de la CSSM, s'est donc emparé du dossier et a fait la proposition suivante à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse: activer le régime obligatoire des retraites complémentaires sur la base des accords signés et en confier la gestion des fonds à la CSSM. L'initiative devra être avalisée par l'État et sera portée au plus haut niveau par les syndicats, notamment la CGT. Salim Naouda, décidément très en vert, va également suggérer la construction de logements à espace collectif pour les personnes âgées. Il serait géré par des associations telles que l'Association du Nord ou Tama. Pour l'heure, à Mayotte, il ne sera possible de toucher une retraite pleine de droits communs qu'en 2079, ce qui laisse présager de longues années de labeur en perspective. Basé à Kaweni, le centre de formation des apprentis a été démantelé pour être relocalisé puis a disparu. Il semble aujourd'hui vouloir renaître sous l'impulsion du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. En session plénière du 13 juillet dernier, 2 propositions ont été validées sous la présidence conjointe de la préfecture et du conseil départemental, la création du centre de formation des apprentis et la réalisation de la plateforme partenariale de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Les objectifs sont clairs: relancer la mobilisation collective en faveur de l'apprentissage, lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisme et rapprocher les jeunes des entreprises. Ces initiatives vont dans le sens d'un meilleur accès à l'emploi en fonction des besoins du territoire. Aujourd'hui, 4 unités de formation des apprentis existent déjà sur le territoire et sont rattachées à des établissements scolaires. Ainsi, et pour pérenniser juridiquement le futur CFA, il sera sous la responsabilité du lycée professionnel de Dzoumogné. Après plusieurs semaines de grève, un protocole de sortie de crise a été signé ce vendredi 17 juillet entre les membres du personnel et la direction d'Air Madagascar. Intervenant 9 jours après la nomination d'un nouveau conseil d'administration et la démission du directeur de la compagnie, cet accord est une restauration en vue d'une nouvelle méthode de travail, a souligné Léon Rajaolina, président du CA. Démarré le 15 juin dernier, le conflit aura duré 40 jours. Air Madagascar devrait donc reprendre ses rotations prochainement après avoir vérifié les avions qui, pour certains, n'ont pas décollé depuis 1 mois. Un soulagement pour des milliers de passagers qui ont parfois planifié leurs vacances il y a plusieurs mois. Pendant tout ce week-end, dans les quatre coins de l'île, la population a fêté comme il se doit la fin du Ramadan. Entre les tournois sportifs et les activités traditionnelles, ces 2 jours ont été dédiés à l'Aïd el-Fitr. Nous sommes donc partis à la rencontre des habitants du Nord à Akwa et Bouyouni, des communes où le programme a été chargé et où toutes les générations confondues ont pratiqué une activité. Reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Le plateau est plein à craquer pour cette finale des tournois Ramadan de handball. Après les filles, c'est au tour des garçons de jouer. Durant la nuit, les organisateurs ont programmé des activités pour toutes les générations. Comme il est de coutume, dans cette commune, lorsque des événements sont organisés, tout le village s'est réuni pour la fête de l'Aïd. Et voir l'implication de ces jeunes, les 2 jours de fête ne pouvaient qu'être à la hauteur de leurs efforts. Donc tout à l'heure, il y avait donc du fitness en fait. Et après, à la mi-temps, donc des seniors filles. Donc il y avait eu, qu'on appelle ça Battle Black, voilà, avec des filles donc, qui sont défiées. Et là, justement, à la mi-temps, donc de notre programme, il va y avoir encore de battles. La fête, en fait, les fêtes, pardon, ça continue. Ce n'est pas uniquement que pour ce soir, en fait, et c'est en continuité jusqu'à demain après-midi, en fait. On terminera aussi avec un mourungue pour tout clôturer la journée pour la fête de l'Aïd, en fait.
Les festivités arakois se termineront que le lendemain avec du morengue. Pendant ce temps, à Bouyouni, l'association Bambo Dimois a organisé pour la 2e année consécutive un tournoi de football entre les mamans de Boueni, en jupe, en salouva ou en collant, peu importe. Ici, l'important reste de participer devant des supporters admiratifs et heureux de voir leur maman jouer au football en s'amusant. J'ai trouvé magnifique. J'ai dit que ma mère était une bonne joueuse au match. Elle a bien joué. Elle a bien joué, elle a fait tout ce qu'elle voulait. Heureuses et épanouies, ces mamans prennent conscience qu'il est important de pratiquer une activité sportive afin de brûler des calories, mais aussi et surtout de garder la forme. On n'en a pas fait, il n'y a que les petites équipes, les petites jeunes moins de 15 ans qui ont fait constituer des équipes pendant le ramadan. Mais nous, on a décidé ça hier et là, on se retrouve là aujourd'hui et voilà. Je n'ai jamais fait du sport, c'est maintenant que j'aime jouer. Quand je vais, tous les mamans qui venaient ici, j'ai envie de jouer aussi. C'est ce qu'on a joué, on était très motivés, tout le monde a... Enfin, on nous dit qu'on est des big mamas, mais on n'est pas des big mamas. Certes, on est des mamans, on est des bonnes joueuses. Certes qu'on a perdu, mais c'est le jeu qui compte, voilà. L'association Bambo Dimois de Bouyouni constate que le football attire chaque année encore plus de Boueni du village. Les organisateurs espèrent maintenant l'implication de la mairie. La journée se terminera avec des danses traditionnelles, mais tous se donnent déjà rendez-vous l'année prochaine. L'association, ça va faire 3 ans depuis qu'elle existe. Et on sollicite tous les aides qu'il faut parce que pour l'instant, on court à gauche, à droite, on s'entraide pour que ça aille de l'avant. Hier, le matin, on a eu la course de nos mamans. Vers midi, on a eu un grand débat pour les jeunes filles. L'après-midi, on a eu 2 matchs des jeunes filles, des jeunes garçons. Et le soir, on a fait le grand final de tournoi Ramadan pour les adultes. Aujourd'hui, il y a ça. Et le soir, on a des danses traditionnelles. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous présentera la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV.